Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, nous allons du côté de la Big 12 avec deux équipes qui sont entrées en lice dans cette conférence en passant du Group of Five au Power 5, qui est désormais le Power 4 l'année dernière. Cincinnati, les Bearcats, et puis dans un second temps, Houston, les Cougars. Alors, on va parler de Cincinnati, oui, qui est une grosse fac de ville, comme on dit. Voilà, ils ont leur propre stade au sein même de la ville. Ça fait deux gros stades de football pour cette ville du sud de l'Ohio. Cincinnati, donc, qui sort d'une première saison en Big 12 avec un bilan très compliqué. On sait, Luke Fickell, l'année dernière, l'ancien head coach qui les a menés jusqu'en College Football Playoff après le run incroyable de 2 saisons, est parti en tant que head coach du côté de Wisconsin et j'ai hâte de faire la preview de Wisconsin avec Ryan, si je ne dis pas de bêtises. Normalement, c'est ensemble. Donc, voilà, un petit peu orphelin de ça. On va parler du head coach de l'année dernière, donc qui a remplacé Fickell juste après, au moment où j'introduirai le coaching staff. Mais bon, la saison 2023-2024 s'est donc très mal passée. 3 victoires pour 9 défaites et en conférence, 1 victoire pour 8 défaites. Des victoires face à Eastern Kentucky, Pittsburgh et Houston. Voilà, Houston aussi, nouvel entrant en Big 12, comme je le disais. Pittsburgh étant la seule équipe à peu près bien, on va dire, sur le papier à avoir été battu. Au niveau des défaites, c'est défaite face à toute la Big 12. Je ne vais pas vous faire le listing des équipes, mais aussi défaite face à Miami dans l'Ohio, la fac du Group of Five que vous connaissez, défaite en overtime, donc en prolongation. Le coaching staff, eh bien, ça sera donc la deuxième saison de Scott Satterfield, qui était l'ancien head coach d'Appalachian State et de Louisville. C'était un très gros recrutement de ramener Satterfield du côté de Cincinnati. C'était très, très bien joué. Pour moi, c'est comme il a fait avec Louisville, en fait. Faut juste laisser le temps au temps, le temps qu'il développe le programme de nouveau, qu'il le fasse progresser, etc. Mais c'est un bon head coach. Il cumule en carrière 79 victoires pour 57 défaites. Pas de changement au poste de coordinateur offensif. En revanche, pour le défensif coordinateur, eh bien, Brian Brown est parti pour le même poste du côté d'Ole Miss. Et c'est Tyson Veit qui le remplace. Il arrive d'Iowa State, où il était assistant head coach et linebacker coach. Au niveau des commits, c'est la 51e classe pour 21 joueurs, avec un seul joueur 4 étoiles. Pour les transferts, c'est la 40e classe pour 25 transferts. Donc, pour 25 transferts, c'est pas très haut, la 40e classe quand même. Il y a 3 anciens joueurs 4 étoiles et seulement un joueur qui était classé comme 4 étoiles sur le portail des transferts. Voilà. Allons voir l'effectif avec le poste de quarterback dans un premier temps qui a été laissé orphelin par Emory Jones, oui, le fameux, l'ancien Emory Jones. Pour ceux qui étaient là au début de The Trick Play, ancien quarterback de Florida, c'était un petit peu la vanne avec Guigui. Guigui qui croyait vachement en lui alors qu'il était, il était clacos, on va pas se mentir. Et puis on lui ressortait souvent. Eh bien, Emory Jones est parti en NFL. Je crois qu'il est sur le roster des Ravens, si je dis pas de bêtises. On a l'arrivée du sophomore Brendan Sorsby sur le portail des transferts qui arrive d'Indiana. C'est un quarterback 4 étoiles du portail. Il sort d'une saison true freshman à 1600 yards, 15 touchdowns, 5 interceptions et à la course 4 touchdowns et 300 yards. Voilà. Il a des belles promesses, Sorsby. Moi, j'ai bien aimé ces quelques matchs quand il a joué la saison dernière. Pour le peu où j'ai regardé Indiana, où j'ai daigné vraiment. Ouais, vous savez, je suis fan de Big Ten, donc des fois je me tape des trucs, c'est pas terrible, terrible. Mais là, Sorsby, en tout cas, il m'avait fait bonne impression quand j'ai vu qu'il était passé sur le portail et que c'est Cincinnati qui l'a récupéré. J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme move pour les Bearcats.
Au niveau des receveurs, eh bien, Xavier Anderson est de retour après une saison à 780 yards et 3 touchdowns, hein. C'était le meilleur receveur en termes de yards la saison dernière. On a 2 transferts qui arrivent du groupe of five, voilà, rien d'exceptionnel. Et puis, on a l'arrivée du tight end Joe Royer, qui est un ancien 4 étoiles de 2020, qui vient de Cincinnati, justement. Et il était à Ohio State, hein. Cincinnati allait piocher quelques mecs d'Ohio State, vu que c'est un petit peu les voisins, hein, à Columbus. Et puis, tu as pas mal de gars qui viennent de Cincinnati tout court, qui sont restés dans l'État pour aller chez le gros de l'État, puis finalement, qui n'ont pas réussi à percer là-bas. Sur la O-line, eh bien, on a une bonne O-line qui sera de retour après. Eh bien, en fait, c'est que des redshirts seniors, hein, sur la O-line, très clairement. Donc, des mecs ultra expérimentés. On a notamment le guard droit, Luke Kendra, qui était Big 12 First Team cette année. Donc voilà, ça sera le gros nom à retenir. Toujours intéressant ce genre de prototype, notamment quand tu as fait une First Team en Big 12 pour ta première saison dans le Power 5 et dans cette conférence. C'est que tu es un mec intéressant. Voilà. En tout cas, cette O-line, elle a permis la saison dernière, hein, à Cincinnati d'être la 6e meilleure équipe à la course de tout le pays. Et oui, et quand je dis tout le pays, il y a, vous connaissez, hein, Army, tout ça, qui utilise la triple option, ça compte aussi là-dedans dans ses stats. Eh bien, donc, c'est une belle performance parce que bonne O-line, mais donc bon running back. 2605 yards en tout à la course la saison dernière, avec Corey Kinner qui sera de retour pour cette année, qui sort une saison à 1050 yards et 5 touchdowns. On a également eu eh bien, 2 belles arrivées sur le portail des transferts. Dans un premier temps, on a Evan Prior qui arrive d'Ohio State, donc encore une fois, on va chercher chez les gros voisins, qui était une top recrue lycéenne en 2021. Et on a Chance Williams qui arrive de Grambling State, donc pas loin aussi, 900 yards et 6 touchdowns. Voilà, ça sera encore un beau comité. Ça faisait beaucoup. Alors, Corey Kinner à 1050 yards, hein, mais ça faisait courir beaucoup de joueurs du côté de Cincinnati. La défense, on a l'intérieur D-line, Dante Corleone qui est de retour, qui sera un redshirt junior, hein. Il sort d'une saison à 39 plaquages et 3 sacs. C'est le gros nom de cette D-line. Et après, le reste de la D-line, c'est un petit peu que des transferts. Voilà, je ne vais pas vous faire de name dropping inutile. On a Darian Varner quand même qui arrive de Wisconsin, qui était blessé la saison dernière. Par contre, en 2022, il sort une saison à 7,5 sacs. Donc ça aussi, ça reste assez intéressant. Et je suis étonné qu'il ait laissé partir. Je verrai pendant la preview de Wisconsin d'ailleurs qui remplace, qui sera defensive end pour la saison qui arrive. Au niveau des DB, pareil, post linebacker, pas grand chose à dire. Pour les DB, il y a pas mal de départs sur le portail. J'avais fait la preview du UCF, il y avait un safety, un cornerback de Cincinnati qui était parti à UCF. Et là, je crois qu'il y en a 2 ou 3 autres aussi qui sont partis en plus. En retour, on a des arrivées, hein, dont le cornerback Mekhi Miller qui arrive de New Mexico State. Je le répète souvent, New Mexico State, grosse saison l'année dernière. 2 interceptions, 4 passes défendues, un pick six. Et puis, il y a des safeties qui arrivent de Virginia Tech, Louisville, Ohio State, on en a un autre. Voilà, des mecs qui ont un peu d'expérience intéressante. Et puis, on a quand même de retour le cornerback Jordan Young qui sort d'une saison sophomore à 6 passes défendues. Le calendrier 2024-2025 de Cincinnati. Eh bien, ça démarre avec la réception de Towson, puis une réception de Pittsburgh. Towson, qui est une petite fac du Maryland, hein. J'ai des amis qui étaient à Towson. J'ai des très bons amis qui étaient dans cette fac. Oh, putain, c'est vraiment gratos pour le coup, ce genre de match. Donc, réception de Towson, réception de Pittsburgh, déplacement à Miami, réception de Houston, déplacement à Texas Tech et à UCF, réception d'Arizona State, déplacement à Colorado, réception de West Virginia, déplacement à Iowa State et à Kansas State, et réception de TCU. Au minimum, je vois 4 victoires pour 8 défaites. Parce que tu as Bad Thousand, justement. Parce que, bon, tu vas quand même prendre ta revanche face à Miami. Parce que tu peux toujours aller taper Houston ou Arizona State ou West Virginia à la maison, même si ça me surprendrait quand même. Voilà, je planche quand même plus sur ce pronostic-là, hein, le 4 victoires, 8 défaites. En revanche, au max, j'ai mis 7 victoires pour 5 défaites. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'équipes incertaines dans la Big 12. Tout simplement. Towson, Pittsburgh à la maison, est-ce que tu peux le faire une deuxième année de suite? Miami, Houston, Texas Tech qui sort d'une saison pas terrible, surprenamment d'ailleurs. Arizona State, tu sais pas trop à quoi t'attendre. West Virginia, comme je le disais.
Ensuite, TCU en dernière journée à domicile. Voilà, tu peux prendre des matchs. Il n'y a pas une équipe beaucoup plus forte sur le papier que Cincinnati, hein, en réalité. Le déplacement à Colorado, ouais, aussi. Colorado, c'est cassé la figure la saison dernière. UCF, pareil, on ne sait pas trop. Enfin, là, franchement, sur ce calendrier, à part à la limite Kansas State, et encore, ils ont perdu leur quarterback Will Howard, je vois personne de beaucoup, beaucoup plus fort que les Bearcats. Mais en même temps, je vois pas les Bearcats plus forts que ces équipes-là non plus. Et tout est là, là est tout le paradoxe. On passe du côté du sud des États-Unis cette fois-ci et on va chez les Cougars de Houston. Houston, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Alors bon, première saison compliquée, c'est le college football, tu passes dans une grosse conférence, voilà, première saison en Big 12, 4 victoires pour 8 défaites, donc meilleur que Cincinnati, et 2 victoires pour 7 défaites en conférence. Des victoires face à UTSA, donc ça c'est plutôt pas mal. Sam Houston, West Virginia et Baylor. West Virginia et Baylor, c'est pas mal aussi. Tu as battu 3 équipes texanes sur les 4 où tu as des victoires. Au moins, tu t'affirmes un petit peu localement. Après, tu as des défaites face au reste de la Big 12, encore une fois, et face à Rice, qui est aussi une équipe texane. Donc, bon, voilà, ça, c'est quand même un accident de parcours. Au niveau du coaching staff, eh bien, Dana Holgorsen n'est plus l'entraîneur. Voilà. Bah, il a passé 6 saisons, hein, Holgorsen, si je dis pas de bêtises, hein. Il était là pendant longtemps. Et c'est là où tout a changé du côté de Houston. On a une énorme arrivée, mais vraiment une énorme arrivée. C'est Willie Fritz, head coach de Tulane. 42 ans dans le football. Il a déjà un âge assez avancé. Mais il reste à la page. C'est ça qui est bien. Tu as des coachs qui sont âgés, mais qui savent rester à la page. Tu en as d'autres, ça y est, ils prennent quelques années. Ils sont complètement perdus. Coucou McBrown. 42 ans dans le football, donc. Il arrive de Tulane. En carrière, il a 54 victoires pour 47 défaites. Et encore, je ne parle pas avant. Il avait pris des programmes de Division 2 où il avait même un programme de JUCO qui était nul et il avait renversé. Il en avait fait un des meilleurs programmes du pays, etc. C'est un super bâtisseur. Il a eu du côté de Tulane 5 balls en 8 ans. On se rappelle d'ailleurs le ball où il file une gifle à USC, au USC de Caleb Williams. Voilà, c'est juste énorme comme arrivée. Il a coaché pendant très longtemps dans la région de Houston en plus, hein. Il y a ses 2 filles qui habitent à côté de Houston. Donc voilà, il y a aussi cette histoire de le mec qui retrouve un petit peu son environnement. Donc ça va être ultra intéressant. C'est un très bon recruteur en plus, Willie Fritz. Il sera accompagné en coordinateur offensif de Kevin Barbet, hein, qui était le coordinateur offensif d'Appalachian State il y a 2 ans, en 2022. On se rappelle Appalachian State qui avait fait des grosses percées offensives, hein, il y a 2 ans. Et puis, coordinateur offensif de Mississippi State l'année dernière, en 2023. Ça s'est un petit peu moins bien passé, je crois, du côté des Bulldogs, hein. Je n'ai pas suivi leur saison à 100%. Je sais juste que c'était compliqué, notamment après le décès prématuré de leur ancien entraîneur. Bref, c'était un petit. Voilà. Mais bon, c'est un mec qui a de l'expérience. Ce qu'il a fait à Appalachian State, moi, j'ai particulièrement aimé, bien évidemment. Au niveau du poste de coordinateur défensif, on a Shilwood, qui était donc le coordinateur défensif de Tulane et qui suit Willie Fritz. Les commits, c'est la 60e classe pour seulement 17 joueurs, 2 joueurs 4 étoiles quand même. C'est pas mal pour Houston. Ce qu'il faut savoir avec Houston, c'est simple, hein, c'est que tu es dans un bassin de population qui est énorme, énormissime. Et donc, tu peux aller piocher des joueurs. Tu es aussi dans le Texas. Dans le Texas, tu as énormément de recrues lycéennes. Tu as les grosses recrues ultra connues. Mais tu as aussi tous les bons joueurs, parce que le football texan lycéen est ultra compétitif. Friday Night Lights, vous connaissez. Et bien, tu peux aller récupérer tous ces joueurs qui restent un petit peu sur le carreau vis-à-vis des gros joueurs, alors qu'ils ont quand même un bon niveau. C'est un petit peu aussi ce que veut faire Willie Fritz. Je disais un papier, hein, qui disait qu'il voulait absolument recruter que dans le Texas et un petit peu à côté en Louisiane. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est un mec qui sait repérer les talents qui sont underrated. Il l'a prouvé à Tulane et je pense qu'il va le reprouver du côté de Houston. Là, le fait qu'il y ait eu un changement de coach, etc., il a mis du temps quand même, Willie Fritz, à partir de Tulane et a annoncé qu'il allait à Houston. C'est aussi ce qui fait que la classe de recrues lycéennes n'est pas très bonne. Au niveau des transferts, eh bien, c'est la 33e classe pour 27 joueurs.
Donc 2 anciens joueurs 4 étoiles et un joueur qui était 4 étoiles sur le portail. Pour l'attaque, on va retrouver de nouveau le redshirt senior Donovan Smith, le quarterback qui était un ancien quarterback de Texas Tech. Il s'est blessé là pendant l'off-season, mais il débutera bien la saison régulière. Il a 2800 yards, 22 touchdowns et 13 interceptions, plus 430 yards et 6 touchdowns à la course en 2023. Donc la position reste assez solide. Au niveau des receveurs, eh bien, 2 des mes 3 meilleurs receveurs ont transféré à Texas et Miami. Ça a un coup dur. On aura le senior Joseph Monjack qui sera de retour après une saison à 580 yards et 6 touchdowns. On aura également le 4 étoiles de 2023, Jonah Wilson, qui devrait être titulaire. Il y a plusieurs transferts derrière. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais on a des arrivées. Et puis, on a également l'arrivée du tight end Malik Carr, qui est un 4 étoiles en 2020, qui est passé par Purdue et Michigan State, mais qui commençait à se faire son nom. Ça aussi, c'est assez intéressant. Au niveau de la O-line, eh bien, vous le connaissez, le tackle Patrick Paul est parti chez les Miami Dolphins au 2e tour de la draft cette année. Mais la O-line titulaire, voilà, va avoir que des joueurs de retour. C'est que des mecs qui sont là depuis longtemps, donc qui connaissent un petit peu le système, même si ça a changé de coach offensif, évidemment. Les running backs, eh bien, les 2 principaux running backs sont de retour sans avoir une grande saison l'année dernière. On va voir si ça va mieux avec Willie Fritz, qui par ailleurs a par exemple développé il y a 2 ans un Tajay et Spears qui sort une top saison. Donc ça peut mieux aller à la course. Au niveau de la défense, eh bien, pour la D-line, les 2 meilleurs sackers ne sont plus là. Fritz y ramène avec lui un joueur de Tulane, Keith Cooper, le defensive end, qui sort une saison à 5 sacs. Il y a plusieurs transferts dans l'intérieur de D-line, dont un gros prospect de JUCO qui sera assez intéressant. On a également le D-tackle Anthony Holmes qui devrait prendre un step-up après une saison freshman à 21 plaquages et 2,5 sacs. Très bonne saison pour un freshman en Power 5. Au poste linebacker, on aura un seul linebacker de retour qui était plutôt bon dans les airs, 5 passes défendues. Et puis derrière, on a 2 arrivées assez importantes sur le portail des transferts. La moins importante, c'est Michael Batton qui arrive de Louisiana Monroe avec une saison à 80 plaquages, mais qui est le pur linebacker plaqueur. Voilà. Vous devinez, c'est genre le blanc, là, cheveux blonds et longs, qui fait que plaquer. Il sait que faire ça. C'est un peu le prototype, typique. Et puis, on a surtout l'arrivée du redshirt sophomore Corey Platt, qui arrive de Tulane, lui aussi, qui était le 11e meilleur linebacker sur le portail des transferts et qui était considéré comme un joueur 4 étoiles du portail. Très, très grosse addition donc pour un jeune joueur. Au niveau des DB, on a quasiment que des joueurs du portail, sauf le safety junior qui sera junior AJ Olsey. Je crois que c'était le meilleur plaqueur l'année dernière. Et il a 3 passes défendues, mais voilà, c'est quelqu'un qui est annoncé comme un probable step-up aussi pour l'année prochaine. Pareil, c'est ce que j'ai lu sur les papiers, etc. Je ne vais pas dire que je suis un gros connaisseur d'Olsey, mais c'est le nom qui ressortait le plus sur ce dernier rideau. Et puis, on a pas mal de transferts, mais pas vraiment de noms très notables. Je ne vais pas vous balancer des noms autant à travers. Je vous le dis là depuis tout à l'heure, il y a énormément de transferts, mais si je ne vous donne pas les noms, c'est parce que c'est des joueurs qui. Il n'y en a pas forcément qui ressortent du lot, à part ceux que je vous ai cités, quoi. Au niveau du calendrier 2024-2025, eh bien, ça démarre le 1er septembre, le 31 août, excusez-moi, face à UNLV, l'Université du Nevada à Las Vegas. Déplacement à Oklahoma, réception de Rice, déplacement à Cincinnati, réception d'Iowa State, double déplacement à TCU puis à Kansas, réception de Utah et Kansas State, déplacement à Arizona, réception de Baylor et déplacement à BYU. Alors, je ne vais pas directement balancer une bonne saison pour Willie Fritz parce que c'est un team builder, vous le connaissez. Il construit son programme, va falloir être patient. Je vois au minimum 3 victoires pour 9 défaites. UNLV à la maison. Rice à la maison, la revanche. Ensuite, il y a bien un moment où tu peux faire flancher Cincinnati, tu peux faire flancher peut-être à Arizona ou Baylor. D'ailleurs, ils ont battu Baylor l'année dernière. Voilà. Je m'oriente vers ça. Au maximum, j'ai 6 victoires pour 6 défaites. Je sais, c'est pas très flamboyant, mais bon, il faut être aussi terre à terre vis-à-vis de tout ça. UNLV, Rice, déplacement à Cincinnati, Kansas State à la maison, tu les surprends.
Baylor et puis déplacement à BYU. Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, je planche quand même sur une saison sans ball pour Houston. Encore une fois, il faut laisser du temps à Willie Fritz. Il y a du recrutement à faire dans la zone. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes choses, je pense, qui s'orientent quand même du côté des Cougars. Donc, ça devrait être le début, les prémices d'un enchaînement intéressant. Cincinnati, Houston, c'est terminé. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Je fais des gros bisous à tout le monde et bonne journée à tous. Salut tout le monde.